Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue, on a bientôt l'arrivée du 3e. Ensuite, on va parler de l'Arkea Ultimate Challenge qui s'est terminé avec l'arrivée du dernier. Ensuite, on va parler de la Solo Concarneau qui s'est terminée aussi et qui s'est courue et c'était plutôt sympathique. Ensuite, on parle de la Clipper Wound the World qui continue. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race qui elle aussi continue sur sa dernière étape. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur ma chaîne principale YouTube ou sur le Discord. N'hésitez pas, tous les liens sont sur la chaîne principale. Et dans tous les cas, c'est Tori à la chaîne. Voilà. Du coup, on commence tout de suite avec la Global Solo Challenge. On commence cette actu large par la Global Solo Challenge qui continue. On n'a pas eu d'arrivée cette semaine encore, mais là on va bientôt avoir une arrivée. Alors pas aujourd'hui, demain je pense. Voilà, on voit du coup Andramura qui commence à faire route vers l'est. Alors qui évite le gros de la dépression, il a cherché à éviter le gros de la dépression. C'est pour ça qu'il a fait une route très est et qui remonte juste après. Donc il n'a pas pris le plus rapide mais il a pris le plus sûr. Et donc on va voir la situation actuelle. Voilà la situation actuelle du coup. Alors boum. On regarde du coup Andramura qui est à 259 000 de l'arrivée, actuellement à 9,9. On va mettre le vent actuellement pour voir un petit peu dans quoi il est. Vent bien orienté, plutôt calme. Donc ça devrait avancer plutôt pas trop mal. Donc ouais, arriver demain à la Corogne pour Andramura. Si on regarde les autres, derrière on retrouve François Gouin sur son classe 40. Ah non, il y a là ici avant. Au Portus, Ricardo Tussetto sur son classe 40, aussi sur la classe 40, qui est en train d'arriver au niveau des zones de haute pression, pardon. Et qui semble vouloir passer ici. Si on regarde, alors ça concernera aussi du coup François Gouin avec son classe 40 qui a 6 nœuds. Alors que là, il est à 3 nœuds 2. Ça avance pas très vite. Mais le passage a l'air d'être ici pour les deux. Le passage va se situer ici, par contre c'est pas simple. Il y a pas beaucoup de vent. Il y a vraiment pas beaucoup de vent. Et là on voit qu'il y a une zone de haute pression, donc le passage il est même plutôt là quoi. 18 mars. Ouais, le passage est plutôt là, après ça se décale un peu, donc il y a peut-être un... Si l'option c'est d'attendre le 19 mars, il y a un passage là en fait. Enfin d'avancer et au pire tomber dans la molle et attendre que ça revienne le 19 mars, bah le passage il est là quoi. Il est juste là devant. Je pense que c'est ce qu'il va se faire et après ils vont commencer à enrouler pour aller vers la Corogne. Et pouvoir avancer. Alors le problème c'est que la zone de haute pression est juste là. La Corogne en fait c'est plus compliqué à rejoindre que par exemple quand on va pendant le Vendée Globe où ils vont en Vendée. La Corogne c'est plus compliqué parce que c'est un peu plus sud et donc du coup t'es souvent un peu plus en face de l'anticyclone. Enfin c'est... L'anticyclone et aux Açores, la Corogne c'est là donc c'est quasiment en face. Alors que bah sur un Vendée Globe par exemple ils font le tour. Et des fois même ils arrivent de là en fait ils sont remontés jusque là et après ils redescendent là quoi. Alors que bah, la Corogne non c'est un peu plus complexe d'arriver sur la Corogne. Mais non c'était pas ça, c'est ça. Là par exemple vous voyez là pour revenir c'est du près quoi ici. Donc ouais ça va pas être facile. Soit ils font le grand tour et après ils redescendent comme ça. Là c'est possible en fait, c'est quasiment possible de faire le grand tour et de redescendre. Soit ils cherchent à aller au près comme ça. On va voir, on verra. Mais en tout cas ça risque d'être intéressant de voir un peu les options qu'ils vont faire. Là on retrouve Koala Maoli. David Linger qui est en train de passer Rio de Janeiro et qui va tomber assez rapidement dans les alizés, on voit le 17 mars. Ouais, il y a de l'alizé. Ah, le 18 ça se calme pas mal quand même, faut longer la côte pour avoir du vent.
Faut rester proche de la côte pour avoir du vent. 20 mars, ouais, non, après ça rentre. Alors, elle s'est pas super bien orientée. On voit que dessous, il y a une bonne grosse dépression qui aspire tout. Mais il y a de l'air. Alors, pas super bien orienté, il faudra sûrement tirer des bords. S'il a pas réussi à quitter ça et à être là, il faudra sûrement qu'il tire des bords. On verra. Après, par contre, c'est de l'Alizé, donc ça devrait être pas mal. Et normalement, il y a encore un bateau derrière. Et oui, il y a encore un bateau dans le Pacifique. Ça, c'est un bateau qui a abandonné. Encore un bateau dans le Pacifique. Le souffle de la mer 3. Louis Robin qui, là, commence à entrer dans une situation compliquée parce qu'on arrive à l'automne. Dans l'hémisphère sud, hein. Je parle de l'hémisphère sud. Donc, automne dans les mers du sud, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé du tout. Donc là, on voit qu'il a fait un bord vers le nord. Et là, bon, ça semble s'orienter correctement. Ouais, quoique, non, 18 mars, ça va être un peu moins bien orienté. Et après, ça se réoriente bien le 19. Ah, ça devrait quand même pas être trop mal pour aller vers le Cap Horn. Par contre, là, il y a une bonne grosse dépression qui arrive. 20 mars. Totalement normal, elle avance vers le Cap Horn, c'est totalement normal. Il y a des choses qui retombent dans cette molle-là, enfin dans cette zone un peu moins forte là. Et qui tombent dans la dépression derrière. Elle a l'air de se calmer un tout petit peu. Ouais, elle est moins violente, elle me fait moins peur que quand elle était là. J'ai l'impression qu'elle se calme un petit peu, mais... Bon, ça va pas être beau quand même. Hein. Et là, surtout que ça risque de faire Venturi en approchant de la cordillère des Andes. Et après, non, sinon ça s'oriente... Non, en vrai, ça s'oriente bien. J'avais peur aussi qu'il se fasse prendre dans la zone de près. Mais finalement, ça a l'air de bien s'orienter rapidement. Donc ça devrait le faire. Il devrait arriver assez rapidement au Cap Horn. Je pense que la semaine prochaine... on devrait plus avoir de bateaux dans le Pacifique. Et donc plus de bateaux dans les mers du Sud. Voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant. Même si là, il n'y a plus de bataille du tout. Il peut y avoir un rattrapage encore ici, je pense. Avec la zone de molle qui s'annonce devant. Je pense que c'est encore possible, mais sinon, il n'y a plus trop de bataille. Mais bien évidemment, on refera le point pour l'arrivée, du coup, de André Amoura et la suite de l'aventure, on va dire, pour les autres concurrents dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par l'Arca Ultimate Challenge qui est terminé, ça y est, tout le monde est arrivé. On va voir du coup l'arrivée de Anthony Marchand et de Eric Perron. Donc voilà, Anthony Marchand qui est arrivé, très ému. Et pareil pour Eric Perron. Bravo à tous pour cette course. Même si le challenge de l'avoir fait sans escale n'a été réussi par personne, ils ont quand même tout donné. C'était quand même magnifique. Ça se voit que ça a été très dur. Clairement, ça a été très dur. Un tour du monde, de toute façon, avec ces bateaux-là, c'est extrême. C'est très compliqué. Et donc, c'était quand même magnifique. Même s'il n'y avait pas vraiment de bataille, c'était quand même magnifique. Donc, bravo les gars. Du coup, le classement, on a Charles Caudrelier qui l'a emporté sur son Maxi Edmond Rothschild devant Thomas Coville sur Sodebo Ultime 3. Armel Leclache fait 3ème devant du coup Anthony Marchand sur son actuel Ultime 3 en 4ème position. Et Adagio 5ème, Eric Perron 5ème. Et malheureusement, on aurait eu du coup l'abandon de SVR Lazartigue, donc de Tom Laperche, qui avait malheureusement fait un très beau début de course. Mais voilà, dommage pour Tom. Du coup, c'était quand même une course, on va dire sympa. C'était sympa sur le principe. Faut clairement fiabiliser encore plus les bateaux. Ce qu'elle a appris cette course, c'est qu'il faut encore plus fiabiliser les bateaux. Faut vraiment travailler sur les systèmes de détection des ovnis, que ce soit mammifères ou autres. Et voilà. Et je sais qu'il y a des skippers qui voudraient que la prochaine édition se fasse soit en double, soit en équipage. Ça pourrait être sympa aussi, parce que les bateaux seraient poussés encore plus fort. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Et bien évidemment, s'il y a une prochaine édition, on la suivra dans Actu Large.
On passe maintenant à la Solo Concarneau qui s'est courue cette semaine. Elle s'est courue cette semaine après 2 courses côtières, lundi et mardi. On avait ce classement. Loïs Bérard, premier, devant Gaston Morvan, deuxième. Romain Richard, troisième, devant Basile Bournon, quatrième. Jules Delpech, cinquième, devant Arnaud Biston, sixième. Philippe Hart était septième, devant Hugo Dallène, huitième. Maël Garnier, neuvième. Et Martin Lepape, dixième. Notre skipper région Normandie était onzième. Le nouveau skipper région Normandie, Jules Dusselier, était onzième. Et voilà, je vous montre le reste du classement si vous voulez voir quelqu'un qui vous intéresse. Et donc il y avait 36 concurrents. Ensuite on a eu le parcours offshore, le parcours long. Voilà. Le parcours long qui était plutôt sympa, c'est à peu près ce que je vous avais montré. D'ailleurs oui, les parcours inshore étaient sympas, enfin les parcours côtiers étaient sympas aussi. Il y avait un parcours autour des îles des Glénans, donc les îles qui sont là. C'était plutôt sympa. Finalement, il y avait du vent. Donc c'était cool. Donc on va voir ce qui s'est passé sur ce parcours offshore. Donc on partait, un peu comme je l'avais dit, c'était surtout de la ligne droite, quoi. Il y avait beaucoup de lignes droites. Là, on voit directement des petites options. Ça marche pas très bien, mais des petites options. Donc, malheureusement, une collision entre 2 bateaux. Donc voilà, on retrouve Gaston Morvan et on retrouve Chloé Lebar qui sont entrés en collision malheureusement. Et ça a donné un abandon malheureusement pour eux. Enfin, ça a donné du coup 2 abandons. On va voir comment s'est passé la suite. Du coup ce long bord où il y avait quand même des décalages. Direction du coup le plateau de Rochebonne. Avec une belle bataille en tête. Une très belle bataille en tête entre Loïs Bérard et un autre skipper normand, Alexis Loison. D'ailleurs on retrouvait Jules Delpech qui a fait une course de toute beauté. Jules, ça y est, Jules je le vois progresser tout le temps. Et juste c'est génial quoi, il se décourage pas et il y va parce que pendant un moment, au début c'était compliqué. Il se décourage pas, il y va, il fonce. Et pour moi c'est un mec en devenir. C'est quelqu'un qui est vraiment en devenir, Jules. Et donc région Normandie qui est un peu plus loin. Faut se rappeler quand même que c'est sa première course en Figaro à notre skipper Normandie. Donc bon, voilà. Guillaume, c'est vrai que Guillaume m'a habitué à être très vite devant. Mais tout le monde n'est pas Guillaume Pirouel, quoi. N'est pas Guillaume Pirouel qui veut, quoi. Et c'est vrai qu'il m'a habitué à être très vite devant. Et donc là, on a 2 abandons encore. Philippe Hart qui a malheureusement, du coup, tapé un ovni. Un objet flottant, donc malheureusement abandon. Et Alexis Pilien, j'ai pas l'info sur pourquoi il a abandonné, mais il a abandonné. Donc, vous pouvez le voir, il passe même pas à l'île Dieu. Et donc, direction la Concarneau. Avec un petit peu d'écart. Et voilà l'arrivée. Voilà l'arrivée du coup des concurrents. Si on regarde du coup au classement, ça nous donne Skipper Massif 2022 qui l'emporte devant Groubon et Bobine et Orcom 3ème. Donc c'est Alexis Loison 2ème. Edenred 4ème devant Passion Santé prendre 5ème. Si je fais un petit F5 parce que je sais que des fois il y a des petits problèmes sur mais non, c'est bon, tout est bon. Tout est bon. C'est bien ce que j'avais vu. On va regarder du coup maintenant le classement
général après, classement général du coup de cette solo Concarneau du coup. Classement final. Donc Loïs Bérard l'emporte devant Romain Richards, 2ème. Jules du coup fait 3ème, bravo Jules. Devant Basile Bourgnon, 4ème. Alexis Loison remonte à la 5ème place, alors qu'il était assez loin avant. Arnaud Biston fait 6ème devant Martin Lepape, 7ème. Maël Garnier, 8ème devant Alexis Thomas, 9ème. Et Victor Lepape, 10ème. On va regarder un petit peu les par exemple, Région Normandie, Jules Decelier fait 15ème. Et malheureusement, du coup, alors qu'il avait fait des très beaux parcours, enfin, il était bien placé avant, malheureusement, on va regarder Marine Nationale qui tombe à la 29ème place. Philippe Hart qui tombe à la 29ème place à cause de sa collision avec un OFNI. Et qui le fait, du coup, dégringoler au général. Mais même s'il a fait, il faut retenir quand même qu'il a fait une très belle course. Voilà, en tout cas, c'était une très belle première course des Figaro pour cette année. Et on suivra bien évidemment la suite de la saison Figaro. Et notamment en août, la solitaire du Figaro qui part de Rouen dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Clipper Wound the World qui est repartie du coup de Zunai en direction de Qingdao. Et voilà, on va arriver à l'Ocean Sprint Race. Donc on voit que ça tire des bords. Et on voit qu'il y a déjà des petits écarts qui se forment. Hein. Déjà dès le départ, enfin dès les premiers 1000 de la course. Et donc on va regarder un peu qui a passé du coup cette Ocean Sprint Race en tête. Donc nous avons en tête Qingdao, suivi par Juder, Yacht Club de Punta del Este. Et 3ème UNICEF. 4ème on aura Or East and Ocean. Et 5ème Zunai. 6ème Along Bay Vietnam. 7ème Ben Kezela. 8ème Persévérance. On va regarder mais je pense que... Ouais c'est ça. Ah mais... 9ème PSP Logistique. Et si on revient... Voilà. 10ème Yacht Club Washington DC. Et 11ème Dartwood. Voilà. Voilà pour ce passage du coup de ce passage du Sprint Race. Et on va passer la scoring gate. Voilà, la scoring gate. UNICEF, du coup, a passé la scoring gate. Oris and Ocean a passé aussi la scoring gate. Et Zunai va passer lui aussi la scoring gate. Alors que tout le reste a l'air d'avoir décidé de ne pas la passer. Sauf peut-être PSP Logistique. Et Qingdao peut-être aussi. Mais les autres ont décidé de ne pas la franchir. Actuellement, du coup, c'est UNICEF en tête, suivi par Or Isle and Ocean. Persévérance 3ème devant Zunai 4ème. Yacht Club de Punta del Este 5ème devant Dartoulit 6ème. 7ème Along Bay Vietnam devant 8ème Qingdao. 9ème Washington DC devant PSP Logistic 10ème. Et Ben Kezela 11ème. On va du coup maintenant regarder la météo pour les prochains jours. Donc si on regarde la météo pour les prochains jours, d'ailleurs oui, je n'ai pas dit, mais il y avait bien du coup un passage à l'extérieur pour passer par l'est pardon de Taïwan. Je suis pas vraiment étonné, voilà, je suis pas vraiment étonné. En plus ça fait une bonne sprint race et bon, pour des raisons géopolitiques aussi, je pense que c'était une bonne idée. Du coup la météo pour la suite, on peut voir que maintenant c'est du portant. Il y a du vent au portant. Alors du vent. Voilà, il y a 14 nœuds quoi. Par contre derrière ça va changer. Il y a une petite zone de transition et ensuite ce serait du prêt, sachant qu'on se rappelle qu'il faut qu'ils aillent par ici. Qingdao c'est par ici.
Donc une petite zone de transition. Et ensuite ce sera du prêt. Ça va être du prêt pour remonter jusqu'à Qingzhou. Donc les bateaux vont pencher. En plus il y a 15 nœuds au début, mais ça risque de forcer un peu par la suite. On peut voir dimanche. Mais ça bascule. Alors on va avoir une petite phase de prêt je pense. Mais ensuite ça va basculer tranquillement vers le nord-est. Ça va être un vent un peu, voilà, un peu plus de nord-est. Donc ça va pas tirer vraiment des bords. Ça va peut-être tirer un peu de bord quand ça va passer. Donc là, si on revient maintenant. Tout d'abord, on a du portant. Ensuite, on a une petite phase où on risque d'avoir du près. Si on regarde où est-ce qu'ils sont. Ah, ils sont à peu près au centre. On va dire qu'ils sont à peu près. Il y en a qui sont au sud, mais sinon ils sont à peu près au centre de Taïwan. Donc c'est à peu près par là. À ce moment-là, pour l'instant, ça va être encore du prêt. Du portant, pardon. Du portant. Ah, le vent risque de tomber. Ouais, je vois là demain matin le vent. Ouais, non, en fait, le vent risque de tomber. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Là, faut pré-traîner. Si on regarde les vitesses. Ouais, 10 nœuds, ça avance bien. Mais il va pas falloir traîner. Il va falloir essayer de remonter le plus vite possible ici. Il risque d'y avoir des gros écarts. Parce que s'ils arrivent à passer, d'ailleurs, ils vont avoir du prêt. Et petit à petit, avec le vent qui va s'orienter correctement. Et derrière, ils vont tamponner un peu. Même si on voit que demain soir, le vent re-rentre. Et par contre, du coup, c'est un vent plus... bah là, encore plus débridé. Ça va refuser un petit peu plus au nord. Mais par la suite, ça débride beaucoup plus. Et le vent bascule en fait de plus en plus vers l'est. Donc un bord de vitesse qui s'annonce. Même si le vent se calme un peu par la suite. Un bord de vitesse. Et lundi, ça bah, il y a toujours du nord ici. Il y a peut-être une option qui voudrait passer par le large. Qui voudrait plus passer par le large. Plutôt que de rester au près ici. Pour garder un peu d'air. Ouais, non, parce que non. Non. Je retire ce que j'ai dit parce qu'on voit que mardi, le vent il est à la côte. Ça sera du prêt par contre. Là, ça sera vraiment du prêt. Et là, il faudra vraiment tirer des bords. À partir de mardi, il faudra vraiment tirer des bords par contre. Tirer des bords dans du vent quand même. Hein. Peut-être une vingtaine de nœuds. Donc là, à partir de mardi, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Sur risque d'y avoir des petites options. Et ensuite, on voit que ça rebascule au fur et à mesure. Il y a une zone de molle surtout qui se réinstalle ici. Donc à voir. Mais en tout cas, ça va être du prêt dans tous les cas. Du prêt serré. Donc des bords à tirer, ça va être sympathique à suivre. Et là, si on se porte à jeudi, on voit qu'il y a un petit couloir qui s'ouvre ici. Donc je pense que l'option, ça va être d'aller après à la côte et choper ce couloir devant là. Donc ça va tirer des bords jusqu'à venir jusqu'ici. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Le premier qui chope le couloir devant là, je pense qu'il a gagné. Clairement. Et après, on voit que le vent revient au sud. Donc là, ça sera portant pour tout le monde. Mais je pense que l'objectif, ça va être d'essayer de choper en premier le couloir devant pour en profiter. Parce que derrière, on voit que ça se recalme un petit peu. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Et bien évidemment, on refera le point dans une semaine d'Actu Large. On finit cette Actu Large par l'Ocean Globe Race qui continue, la dernière étape continue. Et on peut voir, comme on avait vu la semaine dernière, qu'il y a vraiment des grosses options qui se sont dessinées. Avec Penduick qui a été très loin dans son option et ça a plutôt bien marché. En vrai, ça a plutôt bien marché. J'ai eu très peur parce que voilà, à ce moment-là, c'était j'étais en mode oula la loose. Et ben en fait, pas du tout. Vous allez voir, pas du tout en fait. On voit que là, il y a des bateaux qui sont à l'arrêt. Et Penduick revient pleine balle. Et voilà. Et Penduick revient pleine balle et repasse en tête. Et c'est magnifique. Non, vraiment, c'est magnifique. C'était une magnifique option de la part de Penduick.
Et donc voilà la situation actuelle. Donc il est pas en tête actuellement, mais il en est pas très loin. Du coup la situation actuelle c'est Spirit of Isitsuki qui est en tête. Et après en fait il y a beaucoup de bateaux. Alors 37-9 en tête de sa catégorie. Galliana with Secure qui est en tête aussi de sa catégorie. Mais derrière on voit que c'est ultra serré quoi. Evrika et Neptune en bataille. Penduick juste devant l'esprit d'équipe. Maiden à la bataille avec 37-9. Outlaw à la bataille avec Triana. White Shadow juste derrière. Donc là pour l'instant on part et explore. Bon, Explorer un peu largué. Esterna pareil. Mais Esterna d'ailleurs qui est passé très proche de la côte. Mais on part sur une étape de folie là. Clairement les batailles qu'il y a c'est assez fou. Ça se joue très proche. Donc c'est super cool. Vraiment c'est top. On va regarder la météo qu'ils ont actuellement. Mais clairement si on reste sur une bataille comme ça toute la course, enfin sur toute cette dernière étape, on va s'amuser, ça va être sympa. Ça va être sympa à suivre. Bah on voit que ça y est, ça rentre dans l'Alizé tranquillement. Alors comme on a pu le voir avant, l'Alizé elle est pas... Elle monte, elle descend quoi. Forcy elle mollit un peu. Donc 18 mars, on voit que c'est encore bon. Et 18 mars 13h30 c'est moins bien. Ça commence à être moins bien et ça revient par la suite. Donc ouais non ils vont... Ça devrait le faire. 19 mars. Ça devrait le faire. Là ceux qui sont vraiment bien placés c'est Penduick et l'esprit d'équipe. Parce qu'ils vont avoir une analysée un peu plus... ils vont pouvoir abattre un peu plus que les autres. Ils vont avoir un peu plus de champ de manœuvre, enfin du possible. Ils vont pouvoir abattre un peu plus, ils vont pouvoir mieux gérer leur route. Alors que eux, bah en fait, ils sont tout de suite, ils sont encore embêtés par la terre qui est ici, par récif. Donc à voir. Et on voit quoi? Non, l'Alizé, ça va en vrai. Non, l'Alizé, ça va. 21 mars. Ouais, non, il y a de l'Alizé plutôt bien. Plutôt bien orientés. Ils sont déjà assez nord en fait pour pas être embêtés. Contrairement au bateau qu'on avait vu tout à l'heure. C'était sur la Global Solo Challenge, je crois. Qui allait être gêné un petit peu. Eux, ils vont pas être gênés. Ils sont déjà assez nord pour pas être gênés. Donc, si on regarde... Ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. 23 mars. Ouais, on voit que non, c'est parfait. L'Alizé est très bien orientée pour eux. Donc, ça devrait très bien se passer. Ça devrait très bien se passer. Donc là, on va surtout assister à une course de vitesse. Et pour moi, pour une course de vitesse, les mieux placés, c'est Penduick et l'esprit d'équipe. Mais on verra. Mais en tout cas, ça risque d'être très intéressant à suivre. Et bien évidemment, on refera le point dans une semaine. Donc, tu l'as. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai une petite info super sympathique. Groupe Snef rejoint Justine Metro pour son projet Vendée Globe. Alors, ce coup, quand j'ai vu l'info, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit... Snef, pourvu qu'il lâche pas Xavier Macaire, quoi. Ça m'embêtait qu'il lâche Xavier Macaire. Et ben, il lâche pas Xavier Macaire, en fait. Xavier Macaire a toujours son projet classe 40. Et donc Groupe Snef va être en classe 40 et en IMOCA. Donc c'est trop cool, je suis trop content pour eux. Justine, ça va lui donner encore un peu plus de budget pour mieux préparer son bateau pour le Vendée Globe. Et Xavier, bah lui ça change rien en fait, il va pouvoir continuer ses courses en classe 40. Donc franchement c'est trop cool, voilà. Du coup c'est la fin de cette actu large. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, si êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à l'aider les skippers en recherche de budget. Genre il y a Violette d'Orange qui recherche toujours, donc n'hésitez pas à aller l'aider. Super skipper, elle est géniale, donc n'hésitez pas à aller l'aider. Je compte sur vous, c'est un très bon retour pour vous, très bon retour sur investissement pour vous. Et c'est génial pour eux, voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a